6h49 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Il est temps pour nous de vous parler d'économie. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. En France, l'État pourrait se désengager de certaines entreprises publiques. Oui, c'est en substance l'un des messages forts assénés dans une interview télévisée par Jean-Marc Ayrault. Alors, quelles entreprises sont concernées? Quels secteurs visés? Élément de réponse avec Alex May. L'État va-t-il vendre ses bijoux de famille? Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'a laissé entendre ce week-end tout en posant des conditions. Public, où le taux de participation de l'État en tant qu'actionnaire est très important, que nous puissions dégager une partie pour financer, mais de l'investissement, pas pour boucher les trous du budget. En clair, le gouvernement veut disposer d'argent frais pour relancer l'économie, pas pour réduire le déficit. Alors quelles sont les entreprises où l'État dispose de participations importantes? Cela va de l'opérateur historique de téléphonie France Télécom au constructeur automobile Renault, en passant par les groupes d'énergie GDF Suez, Areva et EDF. Montant total de ces participations, environ 60 milliards d'euros. Très récemment, l'État a enclenché la vente de 3% de l'équipementier aéronautique Safran et de 2% du groupe d'aérospatiale et de défense EADS. Début avril, dans une interview à la presse anglo-saxonne, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, avait évoqué la cession possible de parts dans GDF Suez et dans EDF. Selon certains experts, vendre une partie d'électricien historique apparaît comme le meilleur choix. La question qui se posera alors, c'est que faire de cet argent? Jean-Marc Ayrault a donné un exemple lors de son intervention télévisée, l'installation de l'Internet à très haut débit sur l'ensemble du territoire qui nécessite encore 20 milliards d'euros d'investissement. Ouais, pourtant, Karina, vendre des parts d'entreprises dont l'État est actionnaire n'est pas toujours simple. On l'a vu la semaine dernière avec la plateforme de vidéo Dailymotion. Oui, on s'en souvient, le ministre du redressement productif a empêché cette revente à l'américain Yahoo. Alors, Dailymotion appartient à France Télécom, dont 27% appartient à l'État. La plateforme cherche un nouveau partenaire pour pouvoir financer son développement international. Et bien, cette vente avortée la semaine dernière pourrait faire des euros. À en croire le site internet OneSquare, la plateforme aurait reçu de nombreux signes, de nombreuses marques d'intérêt. Parmi les candidats, le groupe Le Monde ou encore Vivendi. Les deux intéressés ne se sont pas prononcés pour l'instant. L'Élysée entend écrire un nouveau chapitre de son quinquennat. Un an, jour pour jour, après son élection, François Hollande réunit ce matin son gouvernement en séminaire. À l'occasion de dresser un premier bilan de la politique économique menée ces 354 derniers jours. Autant le dire tout de suite, le tableau est sombre avec une croissance en berne. Cette année, le pays connaîtra sa deuxième année de croissance nulle, très légèrement positive pour le gouvernement, légèrement négative pour la Commission européenne. Surtout, les prévisions font débat entre les 2% espérés par le gouvernement en 2015, un chiffre qui est jugé très optimiste par Bruxelles. Le chômage lui, poursuit sa croissance, sa progression. En mars, il a dépassé son record de 1997 avec 3,22 millions de demandeurs d'emploi. Pour autant, François Hollande maintient sa promesse d'inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année. Alors, ces armes, on les connaît, le crédit d'impôt compétitivité, les contrats aidés ou encore l'accord de flexibilité signé par une grande majorité de syndicats et le patronat. Le problème, c'est que ces armes n'ont pas encore eu le temps de faire leurs preuves. Alors, seule éclaircie, l'Europe vient d'accorder à la France un sursis de 2 ans pour tenir ses objectifs de réduction des déficits publics. Mais en échange de cette bouffée d'oxygène, Bruxelles exige plus de réformes structurelles sur le marché du travail, le système de retraite ou encore une plus grande ouverture à la concurrence de certains secteurs de l'économie. En clair, la France n'en a pas fini avec la rigueur ni avec les réformes. On va jeter un œil au marché. Ça donne quoi ce matin? Écoutez, ça donne du vert en Asie, avec des places asiatiques qui évoluent près de plus de 1% pour la place de Hong Kong et de Shanghai. Le Kospi, lui, est à l'équilibre, plus 0,03. La place de Tokyo est fermée pour cause de jours fériés. Et puis Wall Street a fini en beauté ce vendredi. Le Dow Jones et le S&P 500 ont même atteint de nouveaux records historiques, dopés par des bons chiffres de l'emploi aux États-Unis. L'économie américaine a créé plus d'emplois en avril que prévu, ramenant le taux de chômage à 7,5%, son meilleur niveau depuis 4 ans. Allez, on prend maintenant la direction de l'Afrique du Sud. Au crépuscule de sa vie, l'héritage de Nelson Mandela divise ses héritiers. Outre le symbole, son nom est devenu une véritable marque commerciale très lucrative et qui déchire une partie de sa famille et de ses proches. Le reportage de nos confrères de l'AFP.
Le premier président noir d'Afrique du Sud est devenu une marque internationale, une marque qui fait vendre des souvenirs bon marché et même du vin. La fille et la petite fille de Nelson Mandela ont lancé leur affaire il y a 3 ans, jusqu'à 33 € la bouteille qui porte le célèbre patronyme. Mon grand-père nous a fait un beau cadeau et nous nous sentons honorés de pouvoir transmettre son héritage. Et nous le faisons à travers le vin. Nous pensons que c'est un beau projet, un projet honorable, et nous n'avons pas honte d'utiliser notre nom de cette façon. Nous faisons du mieux que nous pouvons avec ce qui nous a été donné. La fondation Nelson Mandela est chargée de protéger son nom. Mais cela n'empêche pas les utilisations de son patronyme, de son numéro de prisonnier ou d'images de lui. À mon avis, si la Fondation avait bien fait son travail, ces domaines auraient déjà été enregistrés et il aurait été décidé que ces domaines étaient inaccessibles aux membres de la famille. Alors que là, on assiste à une prolifération de business qui montre que la Fondation n'a peut-être pas été assez agressive et qu'elle a adopté une approche trop coulante. 2 autres filles de Nelson Mandela sont d'ailleurs en guerre ouverte avec son avocat et ami George Bizos pour récupérer une partie de son patrimoine financier. En fait, l'attractivité de la marque Mandela est aujourd'hui aussi forte que l'homme est devenu fragile. Et puis pour finir, on va de nouveau s'intéresser aux deniers publics en France. Et il semblerait que la Première Dame ait décidé de réduire ses dépenses. Le coût mensuel pour l'État des collaborateurs de Valérie Trierweiler serait moins élevé que le dispositif qui entourait en janvier 2012 Carla Bruni-Sarkozy. C'est ce qu'affirme Matignon, interrogé par un député UMP. La Première Dame actuelle dispose de 5 collaborateurs pour un montant d'un peu moins de 20 000 € par mois. Carla Bruni, vous le voyez, disposait elle de 8 collaborateurs et faisait appel à 2 prestataires extérieurs pour gérer son site internet, soit une dépense mensuelle de plus de 60 000 € par mois. Donc en France, il n'est pas inintéressant de souligner que le statut de Première Dame n'existe pas. L'épouse ou la compagne du chef de l'État n'a pas d'existence juridique. En même temps, en période de rigueur, ça paraît assez logique. Absolument. Merci beaucoup, Karina. C'était le journal de l'économie. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.